Merci de cette invitation. Donc, comme on le sait, les parcs créés ou remaniés au XIXe siècle constituent une armature très dense de nos paysages français. Et il faut se réjouir que leur histoire soit progressivement mieux étudiée, qu'ils soient mieux protégés, pour répondre aux défis que leur vieillissement ne manque pas de poser. Alors, pourquoi, dans une journée sur les cours, s'intéresser spécifiquement à ces jardins? Et alors, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans notre regard et notre compréhension des défis que posent les cours? Et d'ailleurs, pourquoi même le sujet des cours serait-il l'objet et l'affaire des paysagistes? Alors, le célèbre René Pécher, qui est un paysagiste belge des années 60, est lui, au contraire, très convaincu du fait que les cours, c'est un sujet de paysagiste. Il le dit, la cour, dans son modelé, c'est l'affaire d'architectes de jardin. Elle soulève des problèmes de pente, de niveau, d'évacuation des eaux, très proches des problèmes de jardin. Il aurait pu rajouter aussi que les cours posaient des problèmes de sol, des problèmes de végétalisation, et que là aussi, c'était l'affaire des paysagistes. Alors, les jardins de cette longue période du XIXe siècle dont je vais vous parler sont toujours menacés d'une lecture un peu monolithique, qui ne rend pas tout à fait justice de l'incroyable foisonnement, je vous en ai mis 3 là seulement, mais de l'incroyable foisonnement de la création tout au long du XIXe siècle, que ce soit des créations pures ou des transformations de domaines anciens. En particulier dans les domaines qui ont été créés, ça a posé de manière renouvelée par rapport à ce que nous avons vu avec Christophe Morin sur les rapports entre la demeure et le grand paysage, puisque derrière l'apparente naturalité de ces parcs se cachent en réalité des paysages très construits. Lorsque l'on crée ces parcs, on doit réfléchir, le paysagiste doit réfléchir, et ils ont longuement écrit sur la manière dont on choisit le site, dont on implante la maison, dont on crée les cheminements qui y amènent. Et j'ai été surprise, en préparant cette intervention, du nombre de cartes postales spécifiquement intitulées « L'arrivée ». Je vous en ai mis seulement 9, j'en ai trouvé une bonne trentaine, au moins. Donc ce thème récurrent de l'arrivée. Et c'est le terme avec lequel on désigne à la fois la cour et l'allée qui arrive. Et ça vous dit quelque chose de ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est-à-dire que la cour, qui est cette interface avec les demeures, est aussi, comme au XVIIe siècle, et malgré l'apparence naturelle, est aussi le point vers lequel tout s'organise, la déambulation s'organise à partir de l'entrée de la route, dont on verra que les modalités sont tout à fait différentes par rapport au XVIIe siècle. Vous verrez aussi, à travers différents exemples, et ne serait-ce que sur ces cartes, la variété des dispositifs qui sont choisis selon qu'on arrive de face, de profil, la richesse des éléments qui construisent cette arrivée, qu'on utilise des rocailles, des plantations, qu'on joue avec la topographie, qu'on utilise des barrières. Ça interroge, ces compositions savantes interrogent notre propre compréhension des enjeux de ces lieux à l'heure actuelle. Et c'est cette promenade que je voudrais vous proposer, de cette diversité des choix qui ont été opérés. Alors la cour, je l'entendrai donc comme les abords de la maison, dans une surface minérale mais plus ou moins grande, dont les départs d'allées constituent un prolongement. Elle accompagne donc la demeure dans la composition générale et malheureusement, on a très peu d'archives en général sur la façon dont ces cours sont construites, ce qu'elles cachent, alors que ce sont des lieux finalement d'assez grande technicité, puisqu'effectivement, on doit régler des pentes et des réseaux qui passent en dessous. Vous le voyez, il y a un jardinier en train de ratisser. Les problèmes d'entretien ne datent pas d'aujourd'hui. Et c'était probablement un jour sans mauvaises herbes, mais il y a aussi beaucoup de jours avec mauvaises herbes dans ces espaces sablés. Ce sont ces cours, même lorsque la maison est plus modeste, des lieux pleins de vie. Si vous arrivez à lire les légendes griffonnées sur cette carte, bosquets où sont tombés les arbres le 9 septembre du soir, où j'ai eu juste le temps de me coucher, les obus, où j'ai eu juste le temps de me coucher sur le sol, ou alors l'endroit où on marque 2 tombes. Donc il y a une espèce de proximité dans la pelouse, là, vous les voyez. Il y a une espèce de proximité de ces lieux où on se prend en photo, où on accueille les invités. Et finalement, les cours et l'abord immédiat des domaines dans ces parcs paysagers sont des lieux très importants.
Donc une promenade en quelques étapes pour voir la manière dont ils ont été successivement envisagés au long du XIXe siècle et dont on voit se transformer de simples corbeilles de fleurs en des parterres extrêmement sophistiqués qui reviennent et qui bouclent la boucle avec ce que nous a montré Christophe Morin. Des projets où textures, couleurs, formes permettent d'enrichir ce dialogue entre le grand paysage et la demeure. Alors, dans cette promenade, je commencerai avec Arcelot, un exemple en Bourgogne, qui nous explique combien le jardin, cette cour, qui était une cour pavée, qui est plantée au tout début du 19e, est néanmoins extrêmement construite, de manière à... c'est une analyse de Jean-Michel Sinsart que je partage ici, dont la façon dont les lisières, sont dans le prolongement des pavillons, dont l'angle de vue, l'angle de la grille et de la construction avec les arbres se cale exactement sur le bâtiment, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est tout à fait dessiné. Tandis qu'à Esquelbecq, on est là au milieu du 19e, une propriété sur laquelle on a travaillé, on voit que dans ce jardin planté autour de 1800, à la fin des années 1840, on a choisi de laisser le château sur sa plateforme initiale, mais on lui a adjoint un petit jardin dans le dernier goût du jardin à la mode, un petit jardin paysager, dans ce qui est en fait une cour des communs autour du colombier. Un autre exemple, et je salue là le travail de Christine Toulier, que j'emprunterai à deux reprises, un autre exemple de la façon de cette imbrication entre la façon dont la maison est pensée et cette cour d'entrée, c'est l'exemple de Baudry, où mon cher Édouard André a été sollicité justement pour repenser l'entrée, et où vous voyez que l'allée a été dessinée de manière irrégulière, c'est-à-dire qu'on a un double alignement là et un triple ici, de manière à dessiner, à centrer cette large allée sur l'arrivée, la centrer sur la maison. Et c'est un travail qu'on peut décliner à l'infini, de voir vraiment comment on pense cet espace de retournement. Là, l'arrivée est perpendiculaire, mais l'arrivée est à la fois centrale et puis l'arrivée des communs est perpendiculaire. Et ce lieu est le lieu de l'intime dialogue entre le paysage et la maison. Au château de Rouillon, donc, j'emprunte aussi ce dessin, cette composition à Christine Toulier, qui a montré les transformations intervenues au début du 19e sur l'ancienne structure régulière que vous voyez ici à gauche. Et la cour est nécessairement transformée par la volonté d'aménager le domaine plus largement dans un style paysager. Et elle traduit cette nouvelle relation au paysage qui se met en place au 19e. René Pécher, toujours lui, a bien analysé la dimension culturelle de ces aménagements en disant « J'ai été confronté plusieurs fois à ce problème de cour, par exemple pour l'entrée devant la façade d'un château. La règle française se résume à ceci, donc on va de manière caricaturale à gauche, rien que des pavés et pas de fleurs. On ne doit voir le jardin et les fleurs que lorsqu'on est reçu. On peut, dans certains cas champêtres, tolérer dans les avant-cours le gazon et quelques maigres jets d'eau. Les Italiens, au contraire, sous la Renaissance, faisaient traverser tout le jardin avant de recevoir les invités. » Donc, d'autres auteurs ont voulu analyser cette arrivée finalement du jardin au ras de la maison et cet éloignement par rapport à la grande perspective, ce désaxement par rapport aux grandes allées qui faisait qu'on était vu précisément depuis la rue, en disant qu'après la Révolution, on avait voulu masquer l'habitation par des bocages et la soustraire au regard indiscret des passants. Donc, première réflexion, toute intervention entre la cour, de ce qui se passe dans ces cours, lorsqu'on doit y réintervenir, doit se réfléchir en étroite relation avec les usages actuels du bâtiment, puisque aujourd'hui comme avant, la façon dont on entre dans ces bâtiments sont habités, implique beaucoup de choses pour la cour. Alors, si on continue notre chemin, on arrive avec Chouleau, et ça nous permet de nous intéresser à la façon dont les allées ont été beaucoup travaillées. Il y a des traités entiers sur les allées, je vous en avais juste pris quelques extraits. Mais
Le paysagiste comme Chouleau, il arrive avec la tradition des domaines agricoles. Il va donc dessiner des allées extrêmement simples et réduire, comme vous le voyez, l'ornement à simplement quelques corbeilles au pied du château, avec quelques fleurs. On est encore au début de l'horticulture, dont on va voir les débauches ensuite. Donc André, toujours lui, s'est longuement penché sur les allées et disant bien ce qu'il est bon de faire pour des allées et moins bon. Et sur le dessin en haut à gauche, on voit que le bon tracé, c'est celui qui va directement. Et en disant, grosso modo, celui qui veut faire croire que son parc est beaucoup plus grand en rajoutant des sinuosités est un médiocre. Le chemin doit aller de la route au château, ce qui n'empêche pas de le faire de manière plaisante, mais sans le rallonger inutilement. Voilà, il parle des hommes de goût qui ne chercheront pas à l'allonger. Parmi les dispositifs qu'il propose, Édouard André, dans le panel des allées qu'il a dessinées, il y a aussi des allées irrégulières qui sont sinueuses, mais qui sont composites. Vous voyez, avec des groupements d'arbres qu'on voit bien sur ce plan, l'allée d'arrivée, où il dessine, reprenant ce vocabulaire de l'allée, mais sans alignement, et il dessine voilà, un accompagnement de la route. Et ça explique la façon, vous voyez, l'unité qu'il y a entre l'allée et la cour. On est là à Boireau, dans les Pays de la Loire. C'est le même vocabulaire pour l'allée et ce qui pourrait être la cour près du château. Ça n'empêche qu'au fur et à mesure que les nouveaux végétaux vont arriver, vont être disponibles, la tentation va être grande de planter de plus en plus, on pourrait dire de charger aujourd'hui avec nos yeux, dans une esthétique qui nous semble un peu démodée, mais de charger ces abords, ces allées de nombreux arbres, de nombreux végétaux, éventuellement exotiques, et on y reviendra. Donc vraiment un grand soin de l'allée et du parcours pour arriver à la cour. Alors, ce qui domine dans tout ce long 19e, c'est cette volonté de favoriser les perspectives depuis le château. Alors, l'héritage, c'est ça, c'est la Malmaison, où on a voilà, cette allée qui a été plantée par Berthoud vers 1800, et que vous voyez ici. Donc, il y a une première avant-cour qui a été légèrement plantée, mais qui permet la vue vers le château, et puis ensuite des orangers qui viennent orner. Ça, c'est ce qu'on trouve, grosso modo, après la Révolution. Petit à petit, et tout au long du 19e, on va voir que ce qui est important, c'est de faire circuler le regard. Et sur tous les plans, vous voyez des traits qui montrent les vues, qui sont commandées depuis le château, et que la cour ne doit surtout pas empêcher de circuler. On peut éventuellement border le château de petites bordures de buissons, mais on doit pouvoir faire circuler le regard. Et c'est extrêmement frappant dans ce dessin que j'aime beaucoup, de Boitard, qui montre le lien entre le château, où vous distinguez peut-être les traits de vue, le jardin immédiat et le grand paysage vers lequel il donne à voir, avec même les chemins qui sont dessinés, les rivières, les églises, etc. On est dans cette volonté d'un jardin dans le paysage. Et la cour est finalement l'espèce de machine à voir qui va permettre de faire le tour du château. C'est ce qu'un paysagiste comme Leroy, en continuant notre chemin, a voulu faire aussi lorsqu'il a repris de nombreux domaines, en particulier dans l'ouest de la France, et c'est Isabelle Levesque qui a en particulier travaillé sur ce paysagiste. Vous avez en noir ce qui était existant, en rouge ce qu'il se propose d'ajouter, et on voit là le caractère savant de la composition autour de l'ancien château sur sa plateforme féodale. Toujours à grands pas, il faut que j'avance. Toujours à grands pas, les Buller, grands paysagistes qui n'ont pas théorisé mais fait beaucoup de parcs, toujours dans l'ouest de la France. J'ai choisi cette image aussi pour vous montrer, pour souligner l'importance qu'il y a eu à ce moment-là dans les remaniements des châteaux. Souvent, ils ont complètement redistribué les pièces.
C'est une historienne qui s'appelle Pauline Retailleau qui a beaucoup travaillé dessus. Et dans cette redistribution des pièces, on a repensé aussi les vues qui entouraient le château et redessiné ces cours au passage, puisque les circulations n'étaient plus les mêmes. Alors tout ça a été théorisé dans les manuels, je vous l'ai dit, en particulier par Darcel. Il insiste sur deux choses. Darcel, qui était le second enseignant à l'école de ce qui est maintenant l'école du paysage à Versailles, dans un traité sur l'étude de l'architecture des jardins, où on voit que les choses sont très construites. Alors là aussi, de longs développements sur l'allée et les abords du château. Il insiste sur une chose, il faut s'isoler des communs et dégager pour commander le parc de tous côtés. Et l'autre chose sur laquelle il insiste, sur le fait que les plantations sont là pour construire ces vues, qu'il faut les choisir avec discernement, mais toujours de manière à laisser la vue. Vous voyez que sur cette gravure, une des rares de son traité, il y a une débauche de fleurs nouvellement arrivées qui ont, à vrai dire, plus leur place dans des serres qu'en plein air. Mais il insiste aussi beaucoup sur la topographie, sur la nécessité de respecter les ondulations naturelles, et c'est quelque chose de très construit, et il est un des rares dans ces traités à mettre une vue d'exécution, où on voit là les courbes de niveau qui lui permettent de maintenir cette vue et de gérer les terrassements. Alors bien sûr, le risque, c'est la répétition. Édouard André prévient contre ce danger, ce modèle unique dont il faut s'affranchir, et il s'y est employé en revisitant, lui et d'autres, ils se sont employés à revisiter ce vocabulaire, ce qui pourrait être morne, donc de l'allée toute bête d'arrivée, avec une pelouse qui peut être jolie, mais qui devient ennuyeuse à force d'être répétée. Lui s'est essayé, par exemple, à la Siffletière, de couper dans un endroit qui avait déjà des alignements anciens, de couper l'alignement et de rajouter un parterre qui fait une transition vers le château. Même chose ici en Indre-et-Loire. Vous voyez, des essais pour dynamiser finalement ce modèle de l'allée d'arrivée. Et d'autres s'y sont employés, toujours en partant d'un existant. Là, on a un exemple où on dessine un parterre, on garde la perspective lointaine, mais en réalité, ça n'est plus du tout une allée d'entrée. On arrive sur le côté, mais on a quand même laissé la grille qui n'a aucun usage, si ce n'est de marquer un seuil. Dans les essais pour dynamiser ces abords, il y a la mosaïculture. Alors là, on a un exemple magnifique dans le château de Lamartine, avec des cartes postales qui témoignent de plein d'essais différents de cette mosaïculture. Donc c'est riche décoration, là aussi très ornée. Ou alors la nécessité de composer, par exemple ici, avec les ruines de l'ancien château médiéval. On est en Mayenne. Ce qui va vraiment venir renouveler le genre, c'est quand on va mobiliser un style dit mixte, où on assume de remettre des lignes régulières devant le château. Édouard André est celui qui l'a théorisé, mais beaucoup d'autres l'ont fait. Et il y a pas mal d'exemples, y compris en Indre-et-Loire aussi, à Azay, de cette arrivée de lignes régulières, malgré... dans des propriétés de style paysager. Donc, vous voyez, le 19e, c'est tous les 20 ans, il y a des nouvelles modes, il y a des nouveaux travaux, et c'est une grande diversité. À grands pas, et pour ne pas tarder trop, autour de 1900, on voit arriver quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la réintroduction franche d'un modèle régulier, notamment dans les grands domaines, et notamment avec la figure des Duchesnes, Henri et Achille. Mais ils le font sans singer le XVIIe siècle ou XVIIIe, ils le font en réinventant et en faisant quelque chose qui est tout à fait inusité, c'est-à-dire de mettre dans l'avant-cour des parterres qui pourraient être des parterres d'honneur, on va dire de la cour d'honneur, dans une espèce d'inversion. La séquence d'arrivée, c'est ce qu'on voit en premier, comme à l'italienne, où finalement on nous en met plein les yeux dès le départ. Ils vont convoquer ce modèle-là pour faire quelque chose qui vraiment ne se faisait pas. Et ils plantent aussi la cour. On est là à Breteuil.
C'est très parlant aussi à Balleroy, là c'est le fils du chêne, qui propose une séquence, donc là c'est pris depuis le château, l'avant-cour est légèrement plantée, la cour pardon, est légèrement plantée, l'avant-cour est très dessinée, avec des parterres qui normalement auraient dû être de l'autre côté, et il dessine aussi la perspective. Ce qui se voit mieux sur cette image, vous la voyez, avec voilà, des parterres qui sont les plus ornés, qui auraient dû se trouver de l'autre côté. Les Duchesnes font ça, d'autres en font. Édouard André le fait aussi à Lalaurie. Là, vous voyez ces parterres magnifiques autour de, pareil, fin 1898. Et à Lalaurie, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. En réalité, dans les photos, sur les plans anciens, le cadastre ancien, on voit qu'il y a un bassin, qu'on voit ici, qui était au ras du château, avec la route qui passait devant. Eh bien, Édouard André choisit d'éloigner la route, finalement, de dessiner ces parterres, et même de redessiner toute l'allée d'arrivée, puisqu'il crée, vous voyez, une allée qui devient court même pour éviter d'avoir la vue directe sur la voie ferrée que vous devinez ici. Et donc on a l'invention, vous voyez, la cour devient minérale, l'avant-cour, enfin il y a une avant-cour qui est créée de toutes pièces et l'allée est travaillée en reprenant là aussi le vocabulaire classique. C'est la même chose à Caradeux. Alors tout ça, ce sont des domaines qui sont protégés, hein, mais beaucoup de ces domaines de cette période ne sont malheureusement pas ou mal protégés. À Caradeux, Édouard André revoit, dans ce domaine très ancien, revoit la séquence d'arrivée à partir de la route qui se trouve éloignée, une allée avec ce qui devient véritablement un jardin, et des parterres plantés, avec même des petites espèces de petits salons de côté, alors que c'est un parterre d'arrivée normalement, un lieu de plaisir qui est photographié par William Lemaire dans sa grande série sur les jardins de cette période-là, que vous voyez ici. Donc les parterres d'accès, l'allée qui a été replantée et dont j'ai retrouvé une carte postale, on voit la façon dont on cadrait sur le château, puis après on a cet effet d'élargissement et d'un véritable jardin en arrivant. Alors, Grand Saut, voilà aussi en même temps ce qu'on fait dans des parcelles beaucoup plus petites, beaucoup plus urbaines. André Véra, notamment, va aussi pas mal réfléchir à cette question de l'entrée, de comment est-ce qu'on structure, même dans des petits espaces, ces cours, et qu'est-ce qu'on offre comme végétaux, éventuellement, et ici, comme moyen de se garer, le chemin de la voiture va tout droit vers le garage. Alors, pour finir, qu'est-ce que finalement ces parcs du 19e, quels peuvent être les défis aujourd'hui pour les endroits qui sont protégés, donc qu'il faudrait maintenir bien sûr, le défi de l'exotisme et le défi de la main-d'œuvre. On a là une carte postale où il y a pléthore de jardiniers occupés, c'est plus le cas, vous le savez bien. On avait les moyens d'avoir des bananiers qu'on sortait pour l'hiver, pour l'été, pardon, ça n'est plus franchement le cas, et même les plantes exotiques sont suspectes. Et on est invité à réfléchir à tout à fait autre chose comme palette végétale. Néanmoins, ça fait partie, ces plantations, ça fait partie aussi de l'histoire de ces jardins et de la façon dont ces lieux ont été occupés. Le défi, bien sûr, de conserver des sols perméables. On a là un petit jardin très minéral fait par les Véra en plein Paris, où il y a, je vous l'ai mis, il y a un jardin côté cour et vous devinez le jardin côté jardin au loin. Voilà, des sols qu'il faut conserver perméables avec la difficulté que ça pose. Le fait que les jardins soient peu pensés comme des lieux infrastructurels, des lieux où on doit effectivement gérer des questions d'eau, des ruissellements. Et René Pécher, dans sa Grammaire du jardinier, déjà citée, prend cet exemple de Fontainebleau, voilà, et en s'emparant de ce sujet comme paysagiste, invitant à réfléchir à ces cours et à les penser vraiment dans leur dimension infrastructurelle. Et un autre défi, bien sûr, c'est les environnements bouleversés, avec les parcelles qui ont été cédées. On voit là la composition de Malestévin, dont la séquence d'entrée avait été extrêmement soignée, qui heureusement reste, mais le parcours se trouve diminué par la diminution de la parcelle, malgré la restauration récente. Un autre enjeu, c'est les voitures, et en particulier quand ces domaines sont morcelés, lotis, en plein de petits appartements, tout le monde veut sa voiture au ras. Et ça, c'est quand même quelque chose qui empêche de comprendre la séquence. C'est le même endroit, hein, la séquence qui avait été pensée pour ce château.
alors que ce soit fait de manière temporaire quand il y a des manifestations, bien sûr, mais de manière permanente, c'est dommage. Et par ailleurs, eu quelque chose de plus enthousiasmant, le château du Rivaux, avec cette proposition qui a été faite avec un tourisme, comme un lieu pour offrir de manière, j'imagine, pérenne, j'ai pas eu le temps d'aller, pas pérenne, plutôt amovible en fait, des parterres, parce que les gens ont besoin de fleurs, veulent des fleurs et veulent des espaces de présentation et se satisfont assez mal des cours. Voilà, donc des défis pour ces endroits qui ont une force de composition qu'il me semble falloir redire, puisque ça n'est pas le sujet, c'est pas les petites corbeilles de fleurs au pied des châteaux, c'est toute la séquence de la route, toute la séquence d'arrivée et la façon dont on compose ces lieux, dont on prépare ces lieux et qu'on permet ce dialogue entre l'intime et le paysage. Merci.